Toutes et tous, j'ai le plaisir de commencer le printemps du microbiote intestinal par cette conférence qui porte justement sur qu'est-ce que le microbiote avec la vision du microbiologiste, la vision clinique et la vision de l'immunologiste avec mes collègues Philippe Sexic et Guy Groschoff. Et donc, je suis donc le premier à vous présenter ce qu'est le microbiote intestinal et mon objectif aujourd'hui va être principalement de vous donner des généralités sur ce microbiote, des bases qui permettront d'une part de pouvoir suivre les différentes présentations qui auront lieu pendant ce printemps du microbiote intestinal et puis également qui éviteront aux prochains orateurs de répéter ces généralités sur le microbiote. Donc ceux qui connaissent le microbiote n'apprendront probablement pas grand-chose lors de ma présentation, mais j'espère qu'elle permettra aux autres d'avoir les bases nécessaires pour pouvoir suivre l'ensemble des présentations de cette série de conférences. Donc je m'appelle donc Philippe Gérard et je travaille à l'Institut Michaelis à Jouy-en-Josas. Alors un peu d'histoire, le terme microbiome a été défini par Joshua Lederberg au début des années 2000, mais on ne peut pas dire qu'il l'ait créé, puisqu'en fait on trouve ce terme de microbiome dès les années 50 et 60 dans certains articles, mais en tout cas lui au début des années 2000, il l'a défini avec cette notion d'une communauté écologique de micro-organismes commensaux, symbiotes et pathogènes qui partagent l'espace corporel de l'hôte. Et en français, on parle plutôt de microbiote pour parler de l'ensemble des bactéries, levures, champignons et archées présents au sein d'un écosystème particulier, donc ce que l'on appelait précédemment la flore microbienne, et puis on parle plutôt de microbiome pour parler de l'ensemble du matériel génétique, donc l'ensemble des gènes d'une communauté microbienne, et évidemment des microbiotes et des microbiomes. Il y en a partout, il y a le microbiote intestinal dont on va parler aujourd'hui, mais il y a aussi le microbiote du sol, le microbiote des océans, etc. Donc pour l'organisme humain, on est hôte différents microbiotes. Encore une fois, le principal, celui dont je vais principalement parler aujourd'hui, celui qui est le plus étudié est le microbiote intestinal. Mais comme vous pouvez le voir sur cette figure, on a des microbiotes aussi bien dans la bouche, sur la peau, dans l'œsophage, dans l'estomac, etc., dans le vagin. Et tous ces microbiotes ont une composition sensiblement différente, puisque vous pouvez voir ici les grandes familles de bactéries qui les composent. Et en particulier, donc on peut voir que le microbiote intestinal est principalement constitué des deux grandes familles qui sont les Bacteroidetes et les Firmicutes, mais on peut voir par exemple que sur le microbiote de la peau, ce sont les actinobactéries qui dominent. Alors c'est une relation symbiotique que l'on a avec ce microbiote, puisque les bactéries profitent d'un environnement stable, toujours la même température à peu près, même proportion, quantité d'oxygène, si on est dans l'intestin extrêmement faible, même pH, et puis finalement on nourrit également les bactéries puisqu'elles se nourrissent principalement des nutriments que nous absorbons. Et puis nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Et bien finalement on y gagne un large spectre de capacités digestives, métaboliques et nutritionnelles. Également une capacité de protection contre l'intrusion de micro-organismes pathogènes, ce qu'on appelle l'effet de barrière, et puis ce microbiote également, en permanence, stimule notre immunité et nous permet d'avoir un système immunitaire qui est en permanence sur ses gardes. Alors ce microbiote, il apparaît principalement dans les heures qui suivent la naissance. Il y a eu un peu une polémique ces quelques dernières années concernant l'existence d'un microbiote chez le fœtus, mais maintenant on est revenu à l'idée première que le fœtus, même s'il est en contact avec des composants bactériens, mais principalement de l'ADN ou des composants de la paroi, il n'aurait pas de microbiote avec des bactéries vivantes, et ce serait bien lors de la naissance que nous serions colonisés par un microbiote. Les premiers colonisateurs étant des bactéries anaérobies facultatives, donc des bactéries qui supportent l'oxygène, telles que les entérobactéries, les entérocoques ou les staphylocoques, puis viennent les anaérobies strictes, bifidobactéries, Bacteroides, Clostridium, qui deviendront ensuite les bactéries dominantes du microbiote. Alors ces bactéries sont principalement issues des microbiotes fécal et vaginal de la mère, en tout cas lors d'une naissance par voie basse. Lors d'une césarienne, c'est plutôt des bactéries issues de la peau de la mère qui vont être les premières colonisatrices.
Et puis finalement, ce microbiote qui est très variable pendant les premiers mois de la vie se complexifie et va se stabiliser pour atteindre une composition proche de celle de l'adulte vers l'âge de 3 ans. Et évidemment, on parle principalement des bactéries lorsqu'on parle de microbiote intestinal, mais il contient également des champignons, des virus ou parfois des parasites. Alors sur ce schéma, vous avez le tube digestif humain et sur la droite, la densité bactérienne qui peuple les différents compartiments du tube digestif. Donc on a assez peu de bactéries dans l'estomac qui n'est pas un environnement très favorable pour les bactéries, en particulier dû à l'acidité. Donc on n'a que de l'ordre de 100 à 1000 bactéries par gramme. Mais ensuite, au fur et à mesure que l'on avance dans le tube digestif, la densité bactérienne augmente pour atteindre son maximum dans le côlon, où elle est de l'ordre de 10 puissance 10 à 10 puissance 11 bactéries par gramme, et cela représente en nombre d'espèces différentes environ 1000 espèces différentes. Et pour vous donner une idée encore plus frappante de ce que représentent toutes ces bactéries, finalement on a autant de bactéries dans 1 gramme de sel que de cellules dans le cerveau humain, et autant de bactéries dans notre tube digestif que de cellules eucaryotes qui composent notre corps. Alors ce microbiote, il va être influencé par un nombre très important de facteurs. Vous avez sur cette figure les facteurs génériques qui sont en bas à droite, là, et qui sont les principaux facteurs qui vont déterminer la composition du microbiote intestinal. Donc l'alimentation est clairement le facteur principal qui va déterminer la composition du microbiote, mais d'autres facteurs tels que la prise d'antibiotiques, la génétique, le fait de vivre dans tel ou tel pays ou continent, et puis aussi le contexte social vont avoir un impact sur le microbiote. Et puis vous avez ce qui sur cette figure est associé, sont des facteurs qui sont dits associés à l'âge, mais qui peuvent être aussi associés à la santé. Hein, évidemment, on sait maintenant que la plupart des maladies peuvent avoir un impact sur la composition du microbiote, mais évidemment aussi d'autres les petits-enfants d'être allaités ou pas, et puis évidemment le mode de vie, le fait d'habiter à la campagne ou à la ville, etc. Tout ça va faire que finalement, chaque individu va héberger un microbiote spécifique qui lui est propre. Mais néanmoins, même si chacun nous hébergeons un microbiote qui nous est propre, nos microbiotes ont néanmoins certaines caractéristiques qui font qu'ils ont un certain nombre de ressemblances, et finalement tout dépend avec quelle loupe on regarde la composition de ce microbiote, c'est-à-dire vous avez ici les différents rangs taxonomiques de la classification des bactéries, et évidemment si on regarde au niveau des espèces, qui est le rang le plus précis, on a des microbiotes qui sont très différents entre individus. Par contre, si on regarde au niveau des phyla, donc qui sont les très grandes familles, et bien finalement on a tous un microbiote qui se ressemble, et c'était ce qui était représenté sur cette figure, où on voit bien qu'on a tous, globalement, dans le microbiote intestinal, deux principaux phyla, qui sont les firmicutes en bleu et les Bacteroidetes en rose, mais à l'intérieur de ces phyla, ce ne sont pas les mêmes espèces, comme en témoigne cette étude qui a été faite il y a un peu plus d'une dizaine d'années, où finalement, dans cette étude, ils avaient regardé les espèces qui étaient présentes chez 17 individus différents, et comme on peut le voir, on a environ 2% des espèces qui constituent ce qu'on appelle un cœur phylogénétique, sont des espèces qui sont présentes chez plus de la moitié des individus, donc celles qui sont le plus à gauche. Vous avez les 17 individus en ordonnée, donc la première espèce, elle est présente chez, je pense, chez 13 individus sur 17, et puis plus on regarde vers la droite, et plus on a des espèces qui sont spécifiques des individus, et toutes celles à partir d'ici ne sont retrouvées chez qu'un seul des individus. Donc on voit bien que c'est la majorité des espèces finalement se retrouvent chez un seul individu lorsqu'on regarde chez 17 individus. Un point important, c'est que les bactéries qui constituent le cœur phylogénétique, donc celles qui sont retrouvées chez la plupart des individus, non seulement elles sont
prévalentes, donc présentes chez de nombreux individus, mais c'est également en général celles qui sont présentes en quantité les plus importantes en termes de population. Donc c'est-à-dire qu'elles représentent une part du microbiote importante chez chaque individu, en plus d'être présente chez de nombreux individus. Donc, par exemple, il y a Faecalibacterium prausnitzii qui est une des espèces qui fait partie de ce cœur phylogénétique qu'on retrouve chez quasiment personne, chez quasiment tout le monde, et chez tout le monde, elle est présente en assez grande quantité, elle représente en général plus d'1% du total des bactéries présentes. Alors la redondance fonctionnelle, c'est également une notion assez importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on a des microbiotes qui sont différents entre les individus en termes de composition, en termes d'espèces présentes, ça ne veut pas dire que ces microbiotes différents en termes de composition ont des caractéristiques en termes d'activité qui sont différentes. Ce que vous avez représenté ici, c'est sur la droite la composition du microbiote en termes de composition chez différents individus. Là, c'est les individus qui sont notés en bas. Et à droite, vous avez les mêmes individus, mais cette fois, c'est la fonction des gènes qui sont classés dans les catégories. Et on voit bien que même si les personnes ont des compositions différentes, en particulier entre ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite, on a beaucoup d'actinobactéries en rose, et bien finalement, chez ces individus qui ont des espèces différentes, les fonctions exprimées par le microbiote sont finalement les mêmes. Et cela, c'est dû au fait que différentes bactéries, y compris des bactéries qui sont très éloignées phylogénétiquement, peuvent avoir des gènes en commun et finalement apporter les mêmes fonctions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la redondance fonctionnelle, le fait que différentes bactéries puissent exercer la même fonction. Ce qui est évidemment un avantage, puisque ça veut dire que si on perd certaines de ces bactéries, on peut imaginer que les fonctions qu'elles apportaient vont être compensées par d'autres espèces qui possèdent la même activité, ce qui, une fois encore, j'y reviendrai plusieurs fois, met en lumière le fait de l'importance d'avoir un microbiote très divers, avec beaucoup d'espèces différentes, qui permet justement de garder cette diversité de fonctions, même lorsque quelques espèces sont perdues. Alors, on a tous un microbiote qui est différent, néanmoins, il n'y a pas toutes les possibilités de microbiote qui sont possibles, et cette étude qui avait été publiée en 2011 avait montré que finalement, si on regarde au sein de la population humaine comment se structurent les compositions des microbiotes, on retrouve 3 grands types de microbiotes dans la population mondiale, donc ce qui avait été appelé des entérotypes, un peu sur le modèle des groupes sanguins. Et donc on a au sein de la population des gens qui sont soit dans l'entérotype dominé par Bacteroides, soit dans l'entérotype dominé par Ruminococcus, soit l'entérotype dominé par Prevotella, même si on peut avoir des personnes qui se retrouvent un peu intermédiaires entre ces entérotypes. La majorité se retrouve dans un de ces 3 entérotypes. Alors, encore une fois, on a tous un microbiome différent, et une des autres choses par lequel notre microbiome varie, diffère entre les individus, c'est leur richesse en gènes. Et il a en particulier été montré que finalement, au sein de la population humaine, on peut définir des personnes qui sont soit riches en gènes, qui ont un microbiote riche en gènes, et qui ont, dans ce cas, plus de 600 000 gènes dans leur microbiote, et puis des personnes qui sont par contre, qui ont un microbiote pauvre en gènes, qui en général ont un microbiote qui est à moins de 400 000 gènes. Et on voit qu'on a un peu cette répartition en 2 groupes. Et puis on voit également sur cette figure que, en fonction des entérotypes, on se retrouve plutôt dans un des 2 cas, c'est-à-dire que les gens qui sont dans l'entérotype Ruminococcus, dont j'ai parlé dans la diapo précédente, ont quasiment tous un microbiote riche en gènes, tandis que les personnes qui appartiennent à l'entérotype Bacteroides ont en général plus souvent un microbiote qui est pauvre en gènes. Alors, est-ce que c'est important d'avoir un microbiote riche ou pauvre en gènes? Oui, ça peut être important puisqu'il a été montré que
le microbiote pauvre en gènes était associé à une augmentation de l'insulinorésistance, des triglycérides, de la CRP, des acides gras libres et à une diminution de l'adiponectine. Et donc globalement, les gens qui ont un microbiote pauvre en gènes sont en général ont une santé métabolique de moins bonne qualité que les gens qui ont un microbiote riche en gènes. Une caractéristique du microbiote, c'est la résilience. Donc je pense que vous savez ce qu'est la résilience, qui est la capacité de quelque chose à revenir à son état initial suite à une perturbation. Et donc c'est aussi une notion qui a été étudiée pour le microbiote, c'est-à-dire que on peut avoir, comme c'est représenté sur cette figure sur la gauche, un microbiote qui est dans un état stable. Lorsqu'il est perturbé, alors ça peut être dû à une maladie, ça peut être dû à une prise d'antibiotiques ou à autre chose, on va avoir une modification de la composition du microbiote, et si ce microbiote est résilient, on va avoir une récupération, un retour proche de l'état initial de ce microbiote. En particulier, c'est ce qui est représenté sur cette figure, grâce à la recolonisation par les bactéries qui étaient présentes dans le mucus et qui avaient été protégées, plus ou moins protégées, de la perturbation. Alors, on peut penser que plus un microbiote est résilient et mieux c'est, mais on sait maintenant que tous les microbiotes ne sont pas résilients de la même façon. Et encore une fois, il a été montré que plus un microbiote est divers et plus sa capacité de résilience va être importante. Mais évidemment, ce qui joue également un rôle dans cette capacité de résilience va être la force de la perturbation environnementale. Et donc, c'est des choses qui sont en particulier étudiées actuellement et qui pourraient probablement mieux expliquer que moi par Joël Deré. Mais il a été en particulier montré que, dans d'autres cas, par Martin Schaeffer en particulier, que en fonction de la force de la perturbation, ben on peut très bien avoir une perturbation tellement forte que jamais on ne va retrouver notre microbiote de départ. C'est ce qui est représenté sur cette figure avec ces petites boules. Donc on peut imaginer qu'une boule représente l'état stable du microbiote et on voit que si on le perturbe un petit peu, bah, il va monter le long de la petite colline, mais il va retomber, lorsque la perturbation s'arrête, il va retomber à son état initial dans le creux du col. Néanmoins, si la perturbation est très importante, il va pouvoir passer cette petite colline et il va retomber de l'autre côté et à ce moment-là, jamais il ne reviendra à son état initial et on va avoir un deuxième état stable qui peut dans certains cas être un état qu'on appelle dysbiotique, c'est-à-dire qu'il peut un microbiote altéré qui va augmenter le risque de développer certaines pathologies. Et donc c'est pourquoi très attentif aux perturbations qui peuvent être apportées à notre microbiote, et en particulier, par exemple, des prises d'antibiotiques répétées peuvent très bien amener à une perturbation de microbiote qui soit définitif avec jamais un retour à l'état initial. Donc j'en ai pas mal parlé de cette notion de diversité. Donc cette diapo uniquement pour vous dire que l'on a des moyens de la mesurer, cette diversité qu'on appelle en général l'alpha-diversité. On a des moyens qui sont des moyens mathématiques, dont je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais peut-être que dans d'autres présentations du printemps du microbiote, vous aurez des explications un peu plus précises. Mais néanmoins, je vous ai mis quelques définitions parce que c'est des choses qu'on peut retrouver assez régulièrement dans des articles et souvent les gens ne savent pas à quoi correspondent ces différents indices de diversité, Chao-Wan, Shannon, etc. Mais simplement, ces indices, ils permettent par exemple de comparer ces deux écosystèmes qui sont représentés sur cette figure, puisqu'on peut voir que dans ces deux écosystèmes, on a le même nombre d'espèces qui correspondent aux couleurs. Donc dans les deux cas, on a 4 espèces différentes, mais on voit bien que ces deux écosystèmes sont très différents, puisque pour l'écosystème A, toutes les espèces sont présentes en même proportion, tandis que pour l'écosystème B, jaune, qui est largement
dominante par rapport aux autres. Et ça, en fonction des espèces, des indices qu'on va utiliser, on va pouvoir identifier la répartition des différentes espèces à l'intérieur d'un écosystème, et ça va pouvoir permettre de prendre en compte ces différences de représentation. Certains indices prennent également en compte les différences, la distance phylogénétique entre les espèces qui sont présentes. Enfin, voilà, ce qui nous donne un certain nombre d'outils pour, avec ces outils mathématiques qui permettent de comparer des écosystèmes et qui permettent ainsi de connaître leurs caractéristiques. Et par exemple, là, la figure, c'est un projet sur lequel je travaille actuellement. Donc c'est une figure qui date de la semaine dernière. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais simplement vous pouvez voir qu'en fonction de l'indice qui est utilisé, on peut voir que dans le premier cas, où simplement on compte le nombre d'espèces, on a l'impression que la situation jaune a une diversité plus importante. Mais si on prend l'indice inverse Simpson, donc le quatrième, on voit bien que cette différence disparaît dans les trois cas, puisque cette fois, là, on tient compte des variations d'importance des espèces les plus abondantes. C'est l'indice de dominance dans l'inverse Simpson. Enfin, bref, voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on a différents moyens mathématiques qui permettent d'estimer la diversité et la répartition des espèces à l'intérieur d'un écosystème. Alors c'est important, encore une fois, cette notion de diversité, parce qu'on sait que notre microbiote semble s'appauvrir au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire, de toute évidence, le microbiote de l'homme occidental actuel est plus pauvre que le microbiote qui pouvait exister il y a une centaine d'années. Et en particulier, ça a été montré chez l'animal, et par exemple dans l'étude qui est représentée ici, cela est dû en particulier à la diminution de la quantité de fibres dans notre alimentation. On sait en effet qu'un régime riche en fibres, on peut le voir ici sur cette figure, avec des souris qui sont nourries avec ce régime riche en fibres, sur 3 générations, leur microbiote est très divers, avec un nombre d'espèces très important. Par contre, si on leur donne à ces mêmes souris un régime très pauvre en fibres, on voit qu'au fur des générations, il y a un nombre d'espèces qui disparaît et le microbiote devient beaucoup moins divers. Et surtout, ce qui a été montré, c'est que on peut arriver à un point où on est incapable justement de revenir à l'état initial, de réaugmenter la richesse, d'avoir en quelque sorte une résilience de la grande diversité, puisque lorsqu'on redonne un régime riche en fibres, on voit qu'à partir de la 3e génération qui avait perdu la diversité de façon très importante, elle ne récupère pas une diversité importante. Donc on peut imaginer que c'est ce qui se passe actuellement dans les sociétés occidentales, où on est en train de perdre des espèces bactériennes, et ce qui va peut-être devenir irréversible. Et donc c'est pourquoi un des objectifs des personnes qui travaillent sur le microbiote est dans le futur d'essayer de réaugmenter la diversité microbienne qui, comme on le voit sur cette figure, n'a fait que diminuer au fur et à mesure de l'urbanisation et du mode de vie occidental. Et donc un des objectifs de plusieurs laboratoires est actuellement de trouver des stratégies, en particulier grâce à l'alimentation, pour réaugmenter cette diversité microbienne. Et puis on peut aussi parler de cette initiative, The Microbiota Vault Initiative, dont Maria Dominguez Bello est à l'initiative, et qui a pour objectif de faire une banque de toutes les bactéries, toutes les espèces bactériennes potentiellement qu'on peut trouver potentiellement dans le microbiote intestinal, de les mettre dans une réserve sous terre en Norvège, exactement comme c'est le cas pour les graines, pour les plantes qui sont en train de disparaître, pour qu'un jour on puisse avoir accès à ces espèces bactériennes et potentiellement recoloniser notre microbiote lorsqu'il sera devenu trop pauvre. Alors pour terminer, encore une fois
l'objectif de ma présentation était d'être centré sur le microbiote et pas sur l'hôte, ce qui va être l'objet des présentations des orateurs suivants, mais néanmoins, très souvent, les gens se demandent comment le microbiote qui est dans l'intestin peut avoir des effets sur des organes qui sont très éloignés de l'intestin, tels que le cœur, le cerveau, le muscle, etc. Et donc, une des réponses, même si ce n'est pas la seule réponse, puisque par exemple, pour le lien entre microbiote et cerveau, on sait qu'il y a aussi des liens directs entre le microbiote et le cerveau via le nerf vague, mais en tout cas, un des moyens d'action, je dirais, du microbiote sur l'ensemble du corps humain, c'est via la production de métabolites. Donc vous avez ici une liste non exhaustive des métabolites qui peuvent être produits en particulier à partir de molécules qui sont dans l'alimentation, donc à partir de protéines par exemple ou de fibres. On a des acides gras à chaîne courte entre autres qui sont produits, le triméthylamine à partir de la choline, le 4-crézol à partir de la tyrosine, des indoles à partir du tryptophane. Il y en a d'autres et tous ces métabolites, et bien finalement ils sont absorbés au niveau de l'intestin, ils vont passer par le foie et ensuite, après transformation ou pas par le foie, vont se retrouver dans la circulation sanguine et à partir du moment où ils se retrouvent dans la circulation sanguine, ils vont pouvoir agir sur l'ensemble des organes du corps humain. Une autre façon par laquelle le microbiote peut jouer un rôle important sur la santé, c'est que ce microbiote, il est capable de modifier à peu près toutes les molécules xénobiotiques que nous absorbons, qui peuvent être des composés alimentaires tels que des micronutriments, des polyphénols, mais également des polluants chimiques par exemple, ou encore tous les médicaments que nous absorbons. On sait maintenant, du fait de la diversité du nombre de gènes qui sont portés par le microbiote, qu'à peu près toutes les molécules pesticides et médicaments sont potentiellement transformés par des enzymes du microbiote intestinal. Et donc, cette transformation va pouvoir en modifier soit la disponibilité, soit la toxicité, soit l'efficacité si c'est un médicament. C'est-à-dire on peut très bien voir, il y a des cas qui sont très bien connus de médicaments qui vont être inactivés par des bactéries du microbiote, mais on peut également avoir, cette fois dans un sens bénéfique, des molécules néfastes, tels que des pesticides ou des polluants, qui vont être détoxifiés par des bactéries du microbiote. Donc c'est une autre façon par laquelle le microbiote intestinal peut avoir un impact important sur notre santé. Donc pour terminer, quelques messages assez simples à retenir de ma présentation. Donc le microbiote colonise le tube digestif à la naissance. Alors, se complexifie en quelques années puis se stabilise. Les adultes partagent quelques espèces communes mais hébergent chacun un microbiote unique en termes d'espèces, de gènes, d'entérotypes, de diversité. Le microbiote intestinal est résilient mais jusqu'à un certain point. Maintenir la diversité du microbiote doit être un objectif, puisqu'on sait maintenant que, je l'ai pas dit, mais je pense que c'était assez évident dans ma présentation, que plus un microbiote est divers et plus il est associé à un état de bonne santé. Et en tout cas, on trouve un microbiote qui perd sa diversité associé à la plupart des pathologies. Et puis une altération de ce microbiote, donc ce qu'on appelle une dysbiose, peut favoriser ou aggraver de nombreuses pathologies. Je vous remercie de votre attention. Et puis donc, en rappel, je vous remets le programme de ce printemps du microbiote intestinal, donc qui se déroule tous les lundis de 18h à 19h30 jusqu'au 11 avril, qui sera consacré à une session de questions et réponses où je serai présent, comme les autres orateurs, pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour cette partie un peu plus macroscopique. Alors, on va changer un petit peu d'échelle. Donc, je vais faire des rappels pour le clinicien d'enjeux macroscopiques importants. Ensuite, je vous ferai des petits cas cliniques pour poser justement les enjeux sur lesquels on se pose des questions. Et ensuite, je vous ferai
la démarche microbiote est un exemple dans les troubles du spectre autistique, qui est un champ un peu nouveau, que je connais moins, qui est un petit peu à l'opposé des cas cliniques dont je vais vous parler, qui sont plus de mon domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Pour faire un peu un parallèle et puis qu'on puisse collectivement se poser les questions pour une bonne démarche pour appréhender le microbiote intestinal. Alors oui, on vous a présenté, je viens de vous présenter la répartition du microbiote intestinal tout le long des différents éléments du tube digestif, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon. Et je rappelle ici que le potentiel d'oxydoréduction, la présence d'oxygène, mais pas seulement, mais aussi les structures anatomiques des organes, le péristaltisme, le temps de transit de différents solides ou liquides dans les organes, l'acidité et plus globalement les flux liquidiens, la présence de mucus, d'acide biliaire, en immunoglobuline également, vont influencer la présence et la concentration, le niveau de colonisation bactérienne des organes. Et donc, je voulais vous faire un petit rappel important. J'ai l'impression que je n'ai pas tout à fait la main, Mina, sur deux choses. Le temps de transit, parce qu'on l'oublie un petit peu, et lorsqu'on va étudier le microbiote intestinal, par exemple fécal, ou sur certaines biopsies, ou si jamais vous séquencez du grêle, parce que vous avez une capsule qui permet d'avoir le microbiote de l'intestin grêle, eh bien, il faut connaître ça et discuter avec les cliniciens qui connaissent ça si vous êtes moins clinicien, mais que vous avez besoin de ces notions. Alors, je veux bien la diapositive précédente, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, donc dans l'œsophage, moins d'une demi-heure, dans l'estomac, 4 à 6 heures. L'estomac sera vide de tout aliment après 6 heures. Dans le grêle, ça va vite. Et au maximum, ça c'est le temps maximal, 6 à 8 heures. Et puis dans le côlon, sachez que bien le temps de transit peut être jusqu'à 72 heures. Donc il y a de la diversité. Il y a des gens qui ont un temps de transit orofécal d'une dizaine d'heures et d'autres qui vont jusqu'à 72 heures. Ça n'est pas pathologique, ça fait partie de la diversité humaine et du temps de transit. Donc je vous ai remis les temps de transit maximum ici. C'est important de le savoir. Retenez aussi que l'estomac n'absorbe pas grand-chose. Il malaxe, il broie les aliments pour les faire devenir à l'état de petites particules et de nutriments. Et sécrète beaucoup d'acide, on va le voir juste après. L'intestin grêle, c'est l'organe qui mesure 4 à 6 mètres de long, qui va bien sûr avoir des fonctions motrices et sécrétoires, mais surtout toutes les fonctions d'absorption d'eau, d'électrolytes, mais de tous les macro- et micronutriments. C'est l'intestin grêle. Et puis dans le côlon, eh bien, on propulse encore un petit peu le bol alimentaire, ou plutôt ce qu'il en reste, et il va permettre d'absorber un petit peu d'eau, d'électrolytes. Et finalement, les choses peuvent être beaucoup plus lentes dans le côlon que dans l'intestin grêle. Si je fais la diapositive suivante, je ne sais pas pourquoi il y a une flèche qui se met. Donc, retenez aussi les débits hydriques quotidiens. Globalement, sans retenir l'ensemble des flèches, Mina, il faut que tu enlèves ta flèche, je crois. Sans retenir les flèches, l'ensemble des chiffres, retenez que 6 à 10 litres transitent chaque jour dans le tube digestif d'un humain, entre la salive, l'alimentation, la sécrétion acide, le sucre pancréatique et la bile. Donc, arrive à la fin de l'estomac 6 à 10 litres par jour. Le duodénum, c'est-à-dire les premiers centimètres qui forment un cadre autour du pancréas, donc la plus petite partie du grêle, finalement, va réabsorber la moitié des débits hydriques quotidiens, puis le jéjunum va réabsorber 2 litres, puis l'iléon un petit peu encore, et à la fin de l'iléon terminal, vous aurez en gros entre 800 et 1 litre d'eau à réabsorber par le côlon. Et puis ensuite, vous aurez 200 millilitres finalement d'eau de sel par jour. D'accord ? Donc retenez ce schéma, c'est très important que vous ayez ces notions de physiologie intestinale. J'essaie de passer la diapositive suivante, mais ça n'est pas facile. Et oui, parce que ça va être très important dans votre échantillonnage du microbiote intestinal. Le plus simple, c'est de recueillir des selles. La disponibilité n'est pas toujours évidente. Il faut la questionner vis-à-vis
des patients ou des témoins que vous allez échantillonner. La quantité aussi peut être questionnée. Le circuit, parce que quand vous souhaitez avoir des selles, eh bien, le patient ne va pas toujours les émettre. Donc, généralement privilégié à domicile. Le transport, dans quel tampon, la conservation, l'alicotage, tous ces circuits, ce circuit pour échantillonner le microbiote intestinal doit être questionné. On en reparlera dans les symposiums suivants pour bien mener une enquête chez l'homme, par exemple. Vous pouvez aussi étudier le microbiote associé aux muqueuses à partir de biopsies, à partir de pièces opératoires, on en dira un petit mot tout à l'heure. Mais là, d'autres questions vont émerger. Lavage de la pièce opératoire, des biopsies. Est-ce que le patient a pris des antibiotiques avant la chirurgie? Le transport de ces biopsies, la conservation de ces biopsies ou de ces bouts de pièces opératoires. Et puis enfin, on peut avoir, dans certains cas, accès à du contenu qu'on n'a pas toujours, par des stomies, par une iléostomie, par une colostomie, et c'est en ça que c'est important de connaître l'anatomie et les débits, par exemple. Ou alors, on peut aussi avoir, par exemple, dans certaines résections coliques, avoir accès au microbiote intestinal du grêle après une coloproctectomie totale, par exemple, diapositive suivante, je n'y arrive pas. Il faut que tu m'aides, Mina, oui, où vous voyez, dans cette intervention, on enlève tout le côlon et on fait un petit réservoir ici avec l'intestin grêle. Et donc, vous avez accès directement au grêle. Mais il y a aussi maintenant certains devices qui vous permettent de pouvoir recueillir le microbiote directement du grêle par une petite capsule qui va se fermer et qui va séquencer de la matière luminale après ingestion de cette petite capsule Mina. Là, je n'ai plus les diapositives. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais je voudrais pouvoir continuer. Philippe. Voilà. Non, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour moi. C'est bon pour toi? Oui, mais je voudrais le mettre en diaporama. Oui. Il a perdu la... Pourquoi il a perdu la main? Bon. Je vais continuer dans ce... Voilà, Philippe s'excite. Donc, alors, je peux continuer peut-être, Mina, si tu peux me mettre en diaporama. Donc, ouais. Diapositive suivante. Alors, voilà, donc, regardez, j'ai mis sur un tableau le nombre d'études sur le microbiote et certaines pathologies que j'ai classées par luminal, hépatique et pancréatique, et puis métabolique, pour m'en référer à ça. Je n'ai pas mis les maladies neurologiques ou neuropsychiatriques. Et donc, vous voyez le nombre d'articles très intéressants qui ont lié très à ces pathologies. Vous voyez qu'il y a plusieurs milliers d'articles concernant les MICI, le trouble fonctionnel intestinal, le cancer du côlon, plusieurs milliers dans les maladies hépatiques, mais aussi dans les maladies métaboliques. Et vous voyez, donc de façon plus modeste, mais quand même important, le nombre d'essais ayant eu lieu dans ces champs de pathologie. Donc là, ça vous met peut-être une notion d'échelle d'étude du microbiote dans ces différentes pathologies. Alors, pourquoi on s'intéresse au microbiote intestinal? Eh bien là, je vous prends quelques petits cas cliniques de cas que moi j'ai vus. Donc, j'ai vu une jeune femme qui n'avait pas 12 ans, puisque moi je suis un médecin adulte, mais lorsqu'elle avait 12 ans, cette jeune femme, Yael, qui n'a pas d'antécédent particulier, elle, à l'époque, mais un antécédent de maladie de Crohn chez un oncle maternel et qui était donc collégienne, a commencé à avoir donc une diarrhée faite de 4 selles par jour, depuis un mois, avec un peu de sang, des douleurs abdominales, une fatigue, sans autres signes, et une croissance staturo-pondérale normale à 12 ans. Quelques globules blancs,
une petite anémie, des plaquettes normales, une CRP un tout petit peu au-dessus de la moyenne, un petit peu au-dessus de la normale, pardon, à 6 mg par litre. C'est un vrai cas clinique, une coproculture où il n'y avait pas de pathogène qui a été faite dès le début, finalement, refaite, rien, et une calprotectine fécale qui n'était pas très élevée, 75 microgrammes par gramme. Et là, eh bien, on va se poser la question, y a-t-il une maladie inflammatoire chronique intestinale ou pas? On a des petits signes, on n'est pas sûr. Faut-il attendre? Il va falloir peut-être faire une endoscopie. Peut-on l'éviter? Et donc, pourrait-on avancer par l'étude du microbiote intestinal et des fonctions, retrouver une perte de la biodiversité, une dysbiose compositionnelle ou fonctionnelle chez cette patiente qui nous permettent d'évoquer ou d'avoir une piste pour aller plus vite faire une endoscopie, faire un diagnostic ou même éviter l'endoscopie. Donc ça, on aimerait avoir, et sachez, je ne vous ai pas mis des exemples ici, qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont essayé de répondre à cette question et pour l'instant, on n'est pas capable d'avoir une analyse compositionnelle ou fonctionnelle du microbiote qui permette de répondre à cette question, mais on l'espère, grâce peut-être à la FHU, peut-être à d'autres initiatives, qu'on pourra le faire bientôt. Voici un autre cas clinique pour un autre type de question. Cette jeune femme de 26 ans, sans antécédent personnel, mais qui fume, conseillère en banque, qui a des douleurs abdominales et qui a perdu 2 kilos en un an, c'est énorme, et qui a un syndrome appendiculaire qui fait découvrir non pas une appendicite aiguë, mais une iléite avec un abcès préiléal qui entraîne finalement dans cette découverte d'une urgence chirurgicale, eh bien, une maladie de Crohn abcédée qui va faire l'objet d'une résection iléosécale emportant une vingtaine de centimètres de l'iléon terminal. Et l'anastomose confirmera la présence d'une maladie de Crohn, même s'il n'y a pas de granulome. C'est un cas clinique d'une jeune femme que j'ai eu. Donc, après la chirurgie, on me pose la question, quel traitement proposez-vous initialement? Est-ce que vous allez donner du 5-ASA, qui est la première ligne de traitement, on va dire, anti-inflammatoire dévolue au tube digestif? Est-ce qu'on va donner des immunosuppresseurs, de l'azathiopryne, Immurel, un anti-TNF, un autre traitement, sachant que c'est une jeune femme, qu'il faut peut-être agir vite, qu'elle a fait un abcès, qu'elle fume? Donc, autant de questions pour lesquelles on ne sait pas forcément exactement répondre. Ce d'autant que si on regarde les patients qui vont avoir des symptômes après donc une récidive de la maladie de Crohn après une résection iléosécale, vous voyez que 50% des patients à 5 ans vont avoir des symptômes. Un faible pourcentage va être même réopéré quelques années après de la maladie de Crohn. Et tout ça est précédé par la survenue assez rapidement de lésions endoscopiques. Sachez également que cette récidive endoscopique, donc qui va précéder la clinique et éventuellement la deuxième chirurgie, cette récidive endoscopique a été classée par un certain Paul Rutgertz, un médecin très, très expérimenté dans la maladie de Crohn, qui nous a quittés il y a quelques années malheureusement, et qui a établi un score qui n'a malheureusement pas encore été validé prospectivement, mais qui nous a dit que s'il y avait peu de lésions, eh bien on avait moins de récidives rapides de la maladie si on avait des lésions très importantes, des ulcérations, des sténoses, dès une endoscopie faite 6 à 12 mois après la chirurgie, eh bien, on allait récidiver très rapidement. Donc, quel traitement proposez-vous? On a proposé du 5-ASA et de faire ensuite une coloscopie 6 mois après. Bon, dans l'intervalle, le 5-ASA n'a pas été toléré, il y a une pancréatite aiguë alors qu'elle venait d'être opérée. Il n'y a pas eu de traitement finalement en quelques mois. L'arrêt du tabac a été proposé, mais pas suivi. Et la coloscopie à 6 mois a été réalisée qui montrait quelques ulcérations, pas de lésions coliques. Que faites-vous chez cette jeune femme jeune qui a quelques ulcérations, mais qui a quand même fait une maladie abcédée et qui fume? Pas de traitement, une surveillance clinique. Selon Rutgertz, normalement, on ne devrait pas la traiter. Finalement, est-ce que vous allez plutôt pencher par un traitement immunosuppresseur classique, azathiopryne? Pas de traitement, une nouvelle endoscopie? Pas de traitement, une entéro-IRM, et là, on sort des sentiers battus. Là, le microbiote pourrait nous aider, peut-être. Autre enjeu, microbiote, non plus diagnostic, mais cette fois-ci pronostic. Eh bien, sachez qu'au sein de cette FHU, nous avons monté, avec quelques chercheurs intéressés dans la MICI,
un programme appelé POP-Remind qui permet d'étudier des patients au moment de la chirurgie, donc à T0, M0. Sur la pièce opératoire, nous sommes intéressés à tout un tas de paramètres de ces patients, notamment le microbiote associé à la muqueuse, et également 6 mois après, puisqu'on fait une endoscopie justement pour avoir le score de Gertz, en faisant des biopsies, pièce opératoire ici, biopsie ici. Mais on a regardé tout un tas aussi d'autres paramètres de l'immunologie, de la génétique, pour essayer de répondre à certaines questions. Et quand on a fait cette étude de cohorte, depuis maintenant quelques années, vous voyez, elle précédait un petit peu l'existence de la FHU, je vous le concède. Mais regardez, presque 300 patients, 233 en coloscopie, 225 ont finalement analysé. Dans ces 225 analysés, eh bien, la moitié avait un score de Rutgertz à la coloscopie qui était de faible score, et l'autre moitié, I2, I3 ou I4. Donc, on avait vraiment toutes les conditions avec deux populations qui se séparaient, 50% au temps M6, au deuxième temps de la chirurgie. Donc, à ce temps de la chirurgie, qu'est-ce qu'on a pu noter dans le microbiote intestinal associé à la muqueuse? Que les patients qui étaient en récidive endoscopique avaient une perte de la diversité dont on a parlé tout à l'heure. Ici, sur cet indice Shannon, mais on a pu voir d'autres indices qui allaient dans le même sens. Et la composition du microbiote intestinal chez les patients, vous voyez, était différente entre les patients qui avaient une récidive endoscopique sévère par rapport à ceux qui avaient moins de récidive. Vous avez tous une maladie de Crohn, mais ceux qui avaient une maladie de Crohn ou en tout cas une récidive endoscopique sévère avaient une expansion des protéobactéries, une diminution de certains fibricutes. Ça, on observait ça à M6. Mais pouvait-on prédire dès M0, le temps de la chirurgie, ce qu'allaient devenir les patients à M6? C'était tout l'enjeu de ce travail qu'on a finalement publié dans Gut en 2019, puisque effectivement, au T0 de la chirurgie, les patients avaient finalement une protection du microbiote lorsqu'ils avaient une expansion de certains firmicutes d'actinobactéries et une diminution des protéobactéries, donc un effet protecteur d'avoir une abondance élevée de certains ruminoclostridium et un effet délétère sur la gravité de la récidive lorsqu'on avait une abondance de corinébactéries. Et lorsqu'on prenait ces deux facteurs et qu'on les ajoutait aux facteurs connus de récidive que sont le tabac, l'antécédent de résection intestinale précédant celle-ci, et lorsqu'on prenait ces deux facteurs comme facteurs, eh bien, ils permettaient de prédire le risque, lorsqu'on avait plus de 3 facteurs de risque, on avait un risque élevé d'avoir une récidive I2, I3, I4, et donc finalement de devoir recevoir un traitement. Donc, microbiote peut être prédictif dans cette étude. Et enfin, troisième et dernier enjeu, cette jeune patiente de 28 ans qui n'a pas d'antécédent et qui fume, qui travaille dans une agence de voyage, qui en 2003 est venue me voir pour une diarrhée chronique avec une perte de poids. On a fait le diagnostic de maladie de Crohn, de l'iléon et du côlon, traité par corticoïdes au début, puis ensuite du 5-ASA, après sa première poussée initiale, et on a essayé de lui donner du 5-ASA plusieurs fois, sous plusieurs formes, et qui n'a jamais réussi à le tolérer, puisque ça lui donnait une diarrhée, et donc qui a été perdue de vue. Pendant 9 ans, elle n'est pas venue me voir, puisque je lui donnais à chaque fois du 5-ASA qu'elle ne tolérait pas. Et puis elle fait un abcès dentaire, elle prend des antibiotiques, et elle est finalement hospitalisée pour une diarrhée avec de la fièvre, et du sang dans les selles, et on trouve un Campylobacter jejuni qu'on va finalement traiter après avoir fait une coloscopie qui montrait une colite peu sévère, mais quand même érythémateuse ulcérée et un iléon normal. On la traite, on lui retente un nouveau 5-ASA, mais qui est arrêté au bout de 48 heures car elle a diarrhée, et finalement on la laisse sans traitement, puisqu'elle avait été 9 ans sans traitement. Et quelques semaines après, elle revient avec une nouvelle diarrhée, cette fois-ci non sanglante. On refait une coloscopie qui montre une colite érythémateuse et des ulcérations superficielles. Et là, on trouve un C difficile et toxinogène. Sur les biopsies, il y a des signes de colite aiguë, des signes de colite chronique. On traite par métronidazole et les choses rentrent dans l'ordre. Et maintenant, que fait-on? Est-ce qu'on va chez cette patiente qui a réactivé finalement sa muquille à l'occasion d'une infection à Campylobacter et assez difficile induite par la prise d'antibiotiques, donner des immunosuppresseurs sachant qu'ils peuvent être délétères chez une patiente qui avait une maladie inactive pendant 9 ans,
ça va aggraver l'effet de barrière. Ça peut être délétère en cas de C. difficile, donc peut-être voudrait-on donner des antibiotiques, mais ce n'est pas très écologique, on l'a vu, des probiotiques, une transplantation de microbiote fécal. Oui, on voudrait être plus écologique chez cette patiente, donc un microbiote comme traitement chez cette patiente en tout cas, ce serait vraiment utile, et puis c'est tout l'enjeu de cette FHU où la transplantation de microbiote fécal et les alternatives à cette transplantation sont à l'étude dans tout un tas de domaines. Donc, diagnostic, pronostic, traitement, c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour faire le lien entre le microbiote intestinal et certaines pathologies. Et je vais vous donner un exemple de démarche à suivre avec les troubles autistiques que je connais moins, mais qui finalement, par analogie, eh bien, s'associent tout à fait à la démarche qu'on peut tous avoir dans nos différents champs de recherche. Alors, tout commence par le microbiote diagnostique. Est-ce qu'il y a un lien entre la composition du microbiote et un trait pathologique ou des facteurs de risque ou une vraie maladie? Et donc, c'est des études d'association qui vont nous permettre de voir si le microbiote est un enjeu. Donc, études d'association entre pathologie et déviation du microbiote, c'est vrai dans toutes les pathologies qu'on recherche, et généralement, le microbiote est un acteur, mais pas toujours. En tout cas, dans le trouble du spectre autistique, il y a toute une série de publications, depuis 2005 jusqu'à même plus récemment, qui vont montrer des anomalies du microbiote que je vous ai résumées ici, une perte de certains ruminocoques, de certains lacnospiracées, de certains lactobacilles, de certains bifidobactéries, de bactéroïdétes, de lactobacilles, et une expansion de certaines Suterella. Voilà ce qu'on retrouve dans les études. Bien sûr, ça diffère d'une étude à une autre en fonction de l'échantillonnage, du nombre de patients, etc. Mais globalement, on retrouve ça. Alors, après cette étude qui montre que, oui, il y a une déviation en termes de composition. Y a-t-il des études qui vont nous permettre des liens, un mécanisme? Est-ce que c'est simplement un bystander, le témoin de cette maladie, ou est-ce que ça pourrait expliquer par cette pathologie comme un facteur aggravant, un facteur pronostic? Et là, c'est toutes les associations, non plus entre la composition de déviation du microbiote et une pathologie, mais une déviation, cette fois-ci, des fonctions, donc d'abord du métagénome, NGS, ou des activités de la maladie avec ce métagénome, ou des phénotypes particuliers de ce trouble, ici autistique, et ce métagénome, pour dresser des hypothèses mécanistiques. Et c'est ce qui a été fait entre 2014 et plus récemment, en tout cas dans ce type de pathologie, et il a été émis l'hypothèse que certains métabolites du microbiote pouvaient directement signaler, en traversant la barrière hématoméningée, BBB, ça s'appelle comme ça en anglais, et venir directement signaler des fonctions cérébrales et être associés à une activation de la microglie, une activation de la neurochimie chez ces patients atteints de troubles autistiques. Mais également, directement, les bactéries pouvaient interagir avec le système immunitaire qui, par le biais de cytokines, agissant de façon directe sur le cerveau ou par le biais que ce soit ces métabolites ou ces cytokines, directement signaler le nerf vague. Donc, évidemment, ça, c'était les hypothèses diagnostiques. Maintenant, il lui fallait ou il faudra passer, non pas par le métagénome et cette corrélation, mais par des hypothèses mécanistiques et regarder maintenant le métabolome, les métabolites, et faire un test, des tests simples qui permettent de mettre en évidence le rôle métabolique et fonctionnel du microbiote, que sont les transferts de microbiote ou la modulation de microbiote dans des modèles animaux de la pathologie considérée, et regarder le métabolome. Une fois cette étape achevée, il faudra encore faire une étude chez l'homme et voir l'impact du pronostic, voire tenter de faire des essais thérapeutiques pour moduler le microbiote et tenter de traiter la maladie. Donc, on y approche, on y arrive, puisque en 2019, l'équipe de cette chercheuse a publié dans Cell un magnifique papier qui, à partir de donneurs sains et de patients atteints de troubles autistiques, un transfert de microbiote donc, et des souris humanisées a permis de mettre en évidence l'impact du microbiote reçu chez ces souris provenant de donneurs atteints de troubles fonctionnels, troubles du spectre autistique,
qui était suffisant pour induire des troubles du comportement autistique et des épissages alternatifs des gènes pertinents pour ce trouble chez les souris recevant ce microbiote de ces patients. Les analyses du métabolome ont permis de mettre en évidence des métabolites spécifiques associés à ces troubles du comportement et des modèles animaux de souris avec développant ce trouble autistique ont permis de mettre en évidence certains métabolites candidats associés à ce trouble ou améliorant ces anomalies. Donc c'est un magnifique papier dont je vous conseille la lecture, qui vraiment fait le lien direct entre les aspects fonctionnels à des aspects éventuellement pronostiques et thérapeutiques. Et ça aboutit entre 2016 et 2022 à 4 essais randomisés contrôlés utilisant des probiotiques, dont un au cours du trouble du spectre autistique, et un essai de transplantation de microbiote fécal qui est actuellement en cours, puisque le protocole vient d'être publié dans le BMJ cette année, en janvier. Voilà, alors les messages pour la maison, parce qu'on me presse en me disant que je suis trop long. Premier message, le microbiote a un rôle dans tout un tas de maladies, généralement maladies chroniques, et qui sont à l'étude au sein de notre FHU. Les facteurs macroscopiques sont à prendre en compte pour le plan d'études translationnelles, l'échantillonnage et connaître les limites et les inconvénients de certains échantillons. Que l'interaction entre médecins et chercheurs va être essentielle justement pour permettre cette recherche translationnelle et la faire dans de bonnes conditions, et pour ensuite poser des questions pertinentes et dresser des hypothèses pertinentes. Ensuite, la démarche rationnelle est souvent et généralement la description d'une dysbiose compositionnelle vers les mécanismes d'une dysbiose fonctionnelle mettant en jeu certains métabolites à des études d'intervention qui vont faire tout l'honneur de notre recherche pour essayer de trouver des solutions alternatives dans ces pathologies chroniques qui nous importent. Et je vous remercie de votre attention et nous allons partir peut-être pour une série de questions. Merci beaucoup Philippe. Donc en effet, j'ai collecté toutes les questions. Je vais te les poser par ordre un petit peu d'affinité. Donc il y en a une première sur le premier topo qui est: est-ce que tu pourrais rappeler la différence entre l'alpha et la bêta diversité? L'alpha diversité est vraiment un indice qui permet au sein d'un seul et unique échantillon de pouvoir mesurer le nombre d'espèces bactériennes, par exemple, différentes, le nombre d'espèces bactériennes totales, le nombre d'espèces bactériennes appartenant à un groupe et rapporté à le nombre d'espèces bactériennes totales. Donc, on peut mesurer l'alpha-diversité pour un échantillon. Donc, c'est un aspect, on va dire, quantitatif et qualitatif pour un échantillon. La bêta-diversité est en fait la diversité comparée de deux échantillons, généralement qualitatifs en termes de composition. Donc, vous allez prendre soit deux échantillons différents, soit deux groupes de pathologies différentes avec des échantillons différents, et vous allez positionner souvent dans l'espace la composition de ce microbiote, et vous allez permettre d'étudier la bêta-diversité, c'est-à-dire la comparaison entre ces deux groupes d'échantillons. J'espère avoir répondu à la question. Ensuite, il y avait une autre, c'est plutôt une remarque, je pense, toujours sur le premier topo, je mets les noms qu'ont donnés les personnes dans le séminaire, C.juste, donc tu les connais, oui, voilà, peut-être. Ajouter la métaprotéomique pour l'exploration des fonctions du microbiote vivant. Bien sûr, j'aurais pu ajouter d'autres choses, je suis passé du métagénome au métabolome, mais entre les deux, évidemment, il y a toute la transcriptomique, c'est-à-dire tous les ARN, la métaprotéomique, c'est-à-dire tout le protéome, et la métabolomique, c'est-à-dire tous les métabolites. Il y a toutes les études, toutes les étapes qu'on peut étudier, mais c'est assez complexe. Donc, par souci un peu de simplification, je suis passé des gènes aux métabolites. Mais Catherine Juste a raison. Donc ensuite, il reste 3 minutes environ, donc il y a plusieurs questions. Il y en a une de Carole Nico
il y en a même deux de Carole Nico, qui concernent le microbiote vaginal. Donc, il y a une personne qui a tenté de lui répondre. Le microbiote vaginal présente-t-il la même évolution que le microbiote intestinal? La dysbiose du premier influe-t-elle sur l'autre? Par quel biais selon vous? Et un lien est-il démontré entre la variation du microbiote intestinal et le vaginal? Joker, je connais moins le microbiote vaginal. Je pourrais vous dire qu'il y a les mêmes questions entre le microbiote peut-être oral et le microbiote intestinal. Et là, il y a évidemment des liens très importants, puisque c'est le microbiote oral qui va aller finalement, entre guillemets, nourrir le microbiote intestinal. Est-ce que chez la femme, le microbiote intestinal vient en partie influencer le microbiote vaginal? Il me semble, par la proximité des organes, c'est possible, mais comme je n'ai pas de réponse Il y a quelqu'un qui avait claire, je peux pas répondu répondre. Ah. dans le chat en disant que le microbiote vaginal était très différent, que la diversité marche dans l'autre sens. Plus il est diversifié, moins c'est bon. Ensuite, tu as une question de Karine Clément sur tes cas cliniques. Elle dit que tu ne parles pas des aspects alimentaires, notamment la diversité et la variété de l'alimentation et l'orientation vers une diète anti-inflammatoire. Est-ce inutile dans ces cas? Dans les cas de mes patients atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales, non, probablement non. On sait maintenant qu'il y a des liens entre l'alimentation et même la survenue des maladies inflammatoires et peut-être même leur gravité. Et donc, on pourrait, non pas directement par l'alimentation, mais par l'alimentation via la modification du microbiote, contrôler. Et je pense que c'est une très bonne option pour certains de nos patients. Et peut-être la deuxième patiente que je vous ai présentée, contrôler l'inflammation par un contrôle de l'alimentation. Et ça commence à se faire dans la maladie de Crohn, en tout cas au pédiatre. Alors, afin de respecter le timing, il reste encore deux questions, mais je propose qu'on passe à la présentation, la dernière, et on verra à la toute fin s'il reste du temps. Et sinon, comme vous le savez, il y a une dernière séance dans ces séminaires des printemps pour toutes les questions-réponses. Donc, on va passer à la dernière présentation qui est sur les aspects du microbiote, les aspects immunologiques par le professeur Guy Gorochov, qui est immunologiste à la Pitié-Salpêtrière. Voilà. Guy, tu as coupé ton son, Guy. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend très bien. Merci. Incroyable, incroyable. Et vous voyez mes diapositives? Tout à fait. C'est tout à fait, c'est parfait. C'est miraculeux. Donc moi, je suis l'immunologiste de service. Je travaille à la Pitié-Salpêtrière. Je vais vous donner des notions, ma vision. C'est ce qu'on nous a demandé de faire du microbiote, l'évolution de ma vision du microbiote. Si j'arrive à bouger mes diapos, en faisant ça peut-être, super. Alors ma vision jusqu'au début des années 2000, je dirais jusqu'au milieu des années 2000, c'était ça le microbiote. C'était une vision un peu primaire d'immunologiste de système immunitaire qui se défend contre un ennemi intérieur potentiellement dangereux et qu'on regarde un peu de loin avec horreur. Et c'est bizarre de présenter les choses comme ça, mais c'est vraiment, à l'heure actuelle, c'est vraiment surprenant, étant donné tout ce qu'on sait, mais c'est la vision que nous, on avait, enfin moi en tout cas, immunologiste, jusqu'à il y a très peu de temps, du microbiote, comme étant quelque chose qu'on subissait. Pour se rendre compte, grâce à tous les travaux qui ont suivi, les premiers travaux pionniers dans des systèmes assez simples, qu'en fait, on ne subit pas ce microbiote, c'est une sorte de choix, on est choisi par lui, et on le choisit et on s'éduque mutuellement, avec un exemple ici d'un petit organisme, c'est un petit calamar, pas très grand, qui est fluorescent, et dont la fluorescence est importante pour sa survie parce qu'il vit à l'interface eau-air, et ses prédateurs le reconnaissent en repérant son ombre projetée par le soleil. Et pour se défendre de ce repérage, le calamar émet de la lumière qui empêche les gens en dessous de le repérer grâce à son ombre projetée. Et alors que ce petit calamar vit dans l'eau, aspire en permanence toutes les bactéries dans son tube digestif, il s'en sert aussi pour se propulser, comme vous savez, donc il baigne littéralement dans le microbiote marin.
eh bien, ce calamar choisit en fait une partie du microbiote qui l'entoure pour qu'il tolère et qui va être sélectionné de manière restreinte pour coloniser son tube digestif jusqu'à certaines cryptes particulières qui sont importantes pour l'émission de lumière. Et certaines bactéries jouent un rôle métabolique important pour cette émission de lumière et pas d'autres. Donc il y a une sélection du microbiote pour être adopté par le calamar en fonction de son système immunitaire vestigial qui permet de sélectionner et ensuite de tolérer une partie du microbiote dont il a besoin pour une de ses fonctions vitales. Ici, vous voyez la survie en émettant de la lumière. Donc, vous voyez cette notion qui n'était pas évidente pour nous, donc je me répète, que le microbiote joue un rôle tout à fait vital dans toutes sortes de fonctions assez inattendues. Alors, nous, on a un système immunitaire qui est un peu plus compliqué que celui du calamar. On va parler un peu de cellules, on parlera aussi un tout petit peu d'anticorps. Là, vous avez un échantillonnage des différents lymphocytes T, CD4 qu'on trouve chez l'homme. Les lymphocytes T, vous savez, des globules blancs, et qui chez nous ont différentes fonctions. Donc, on a un système immunitaire un peu complexe où différents acteurs ont différentes fonctions spécialisées. À droite, en rouge, il y a des cellules qui jouent un rôle suppresseur, qui régulent la fonction des autres, qui sont comme des ralentisseurs, si vous voulez. Puis à gauche, vous avez des cellules effectrices qui sécrètent différentes cytokines qui jouent des rôles pro-inflammatoires. Et donc, on pourrait voir cette division des tâches entre good cop, bad cop, si vous voulez, ceux qui poussent, ceux qui ralentissent, ceux qui sont pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires, en sachant que ce rôle good cop, bad cop, il peut être aussi pris par chacun des acteurs, c'est-à-dire que les cellules régulatrices qui freinent le système immunitaire, qui gouvernent la tolérance périphérique, c'est-à-dire qui empêchent les autres d'être trop agressifs vis-à-vis de nous, eh bien, ces cellules-là peuvent avoir un rôle délétère quand elles sont en trop grand nombre ou trop activées. Par exemple, une activation des cellules régulatrices trop importante, c'est responsable de la suppression des réponses anticancéreuses. Donc, vous voyez, à chaque fois, cet effet double, pas assez, c'est un problème, mais trop, c'est aussi un problème. Même chose pour les autres. Il faut parler de ces lymphocytes CD4 positifs qu'on appelle TH17. Pourquoi? Parce qu'ils sécrètent une cytokine qu'on appelle l'IL-17, interleukine 17, qui est une cytokine qui joue un rôle important localement pour activer l'inflammation, notamment au niveau du tube digestif, et elle a aussi une petite sœur qui est co-sécrétée souvent, qu'on appelle l'interleukine 22, qui renforce aussi la barrière digestive, qui la répare. Et ces cytokines et ces cellules jouent un rôle local donc de défense au niveau de la barrière intestinale, notamment, donc un rôle antibactérien. Elles recrutent des polynucléaires, elles peuvent former des abcès. Et puis, quand il y a trop d'activation de ces lymphocytes, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, on a une inflammation locale au niveau des interfaces muqueuses ou cutanées. Et ces cellules-là, on sait, sont par exemple responsables du psoriasis. Quand on les inhibe, on guérit les formes graves de psoriasis. Et puis, on les trouve hyperactivées également dans les maladies inflammatoires digestives comme la maladie de Crohn. Donc, toujours un rôle, vous voyez, ambivalent à tous les niveaux. Et puis, pour continuer sur ma vision, moi, ce qui m'a fait vraiment rentrer qui m'a révélé directement les rôles entre immunité et microbiote, c'est ce papier de 2009, vous voyez, d'un groupe américain de New York, le groupe de Dan Lichtman. Alors ça, c'est une histoire intéressante, c'est une découverte fortuite, comme on aime les raconter dans les sciences.
ce groupe-là travaillait sur ces fameux lymphocytes TH17 dont je viens de parler, qui sécrètent l'interleukin 17. Pourquoi? Parce que c'était une découverte assez récente, les TH17, encore au début des années 2000. Et puis, les étudiants de ce laboratoire commandaient de temps en temps des souris chez deux fournisseurs différents. On achète les souris comme dans des supermarchés pour faire de la recherche. Et de temps en temps, ici, vous avez des points qui représentent les cellules qui sécrètent de l'interleukine 17. Ils pouvaient recevoir des souris qui, quelquefois, avaient beaucoup de lymphocytes TH17, et puis une autre livraison, non, très peu par contre, pardon, et dans une autre livraison, ils avaient des souris qui avaient beaucoup de ces cellules-là. Donc, au lieu de commander toujours chez le même fournisseur qui leur donnait des souris habitées par beaucoup de lymphocytes TH17, ça les a quand même intrigués, ils ont cherché à comprendre, ils se sont rendus compte que quand on mettait les deux souris ensemble dans la même cage, on se retrouvait avec que des souris qui avaient beaucoup de TH17, et quand on donnait à ces souris-là, avec peu de lymphocytes TH17, les déjections, les crottes des animaux qui avaient beaucoup de TH17, eh bien, on récupérait des animaux avec beaucoup de lymphocytes TH17. Donc, et ensuite, ces chercheurs ont analysé le microbiote des uns et des autres pour faire une sorte d'analyse soustractive qui est représentée ici, à droite, et pour voir que certaines bactéries étaient exprimées d'une manière plus élevée chez ceux qui avaient des fameux lymphocytes TH17. Et c'est ce qui les a guidés vers cette bactérie qu'on voit ici prise sur le fait, qu'on appelle SFB pour Segmented Filamentous Bacteria, donc une bactérie filamentée, segmentée. Vous voyez, en fait, il y a 3 bactéries qui sont ici accolées parce que c'est en fait une petite colonie qui est en train de se diviser. Et ce qu'on voit, c'est que cette bactérie fait un contact direct, vous voyez, avec la cellule ciliée de la muqueuse digestive. Et que la présence de cette bactérie est donc tout à fait associée à une stimulation de l'hôte et une stimulation de la différenciation des lymphocytes TH17. Ça, c'était vraiment spectaculaire. Ça a entraîné beaucoup d'études qui ont suivi au niveau des interactions entre la composition du microbiote et ses relations avec le système immunitaire de l'autre côté de la barrière digestive, en essayant de comprendre ce qui se passait avec plusieurs mécanismes qui ont été décrits pour nous faire comprendre comment le système immunitaire réagit au microbiote. Il y a d'une part des effets sur l'autre qu'on vient de voir, c'est-à-dire que certaines bactéries comme ces SFB viennent jusqu'au contact, ce qui n'est pas banal, hein, parce que vous savez que l'intestin est recouvert d'un mucus assez épais, notamment très épais au niveau du côlon, et que la plupart des bactéries sont maintenues à distance, mais certaines sont capables d'aller au contact, comme ce SFB, de stimuler l'hôte, les cellules épithéliales, qui induisent des médiateurs. C'est l'hôte qui fabrique des médiateurs qui favorisent la différenciation de certains effecteurs immunitaires. Et puis, il y a aussi des produits bactériens, par exemple, les polysaccharides de certaines bactéries, ces produits qui font partie de la membrane des bactéries, qui sont des produits donc, différents de nous et qui activent des récepteurs de danger qui sont présents sur nos cellules dendritiques, qui sont des cellules spécialisées pour sentir les choses, pour sentir la présence de produits anormaux dans leur milieu. Et ce type d'interaction les stimule et peut avoir des effets immunitaires. Et on insiste beaucoup sur toute une classe comme ça de produits d'origine bactérienne qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, qui sont fabriqués par différentes espèces de bactéries et qui ont des effets sur notre système immunitaire. Et il y a, donc ça c'est les cellules, il y a aussi les anticorps, nos anticorps qui jouent un rôle majeur, bizarrement qu'on n'avait pas beaucoup étudié jusqu'à presque maintenant, je dirais. L'anticorps IgA, on sait depuis toujours que c'est un anticorps qui est sécrété dans les
dans les liquides biologiques, dans les larmes, dans la sueur, dans le tube digestif. On trouve des lymphocytes B colorés en vert qui colonisent, vous voyez, la sous-muqueuse intestinale. Et il y a deux types chez l'homme, deux sous-types d'IgA, IgA1, IgA2, et on les trouve tous les deux dans le tube digestif humain. Et ces anticorps sont fabriqués donc juste sous la muqueuse et sont exportés dans la lumière intestinale où elles interagissent avec notre microbiote. Et là encore, ce qu'on découvre, ce qu'on a découvert au cours des années qui viennent de s'écouler, c'est que ces anticorps-là, ils ne sont pas seulement là pour embêter les méchantes bactéries, mais elles reconnaissent les bactéries. Ici, vous avez une analyse des bactéries, celles qui sont entourées d'un cercle noir, c'est les bactéries qui sont recouvertes d'IgA. Vous voyez, il y en a beaucoup qui sont recouvertes d'IgA dans le côlon, notre microbiote normal, non? Et aussi dans le côlon, dans une proportion un peu moindre. Et on sait que donc ces bactéries ne sont pas seulement là pour reconnaître des potentiels pathobiontes. Vous voyez, en rouge, il y a une bactérie avec un signe qui peut bouger, qui peut être agressive, genre d'une salmonelle, si vous voulez. Mais ces anticorps sont aussi présents sur notre microbiote parce que les anticorps jouent un rôle favorisant pour le microbiote, notamment en permettant au bon microbiote, entre guillemets, d'avoir des niches, de s'arrêter dans le mucus en faisant comme des pièges, si vous voulez. Et puis, en même temps, ces anticorps IgA interagissent avec ceux qui ont tendance à se diviser trop vite, en les maintenant en fait attachés les uns avec les autres, parce que ces anticorps sont divalents, donc ils peuvent avoir deux bras et attacher entre eux les bactéries qui sont en train de se diviser, et donc ralentir la croissance des bactéries potentiellement dangereuses. Et donc globalement, les anticorps qui sont présents dans la lumière ont un rôle stabilisateur, régulateur de la diversité chez les sujets sains. Et on sait qu'on a un déficit immunitaire qui est assez fréquent dans la population générale, à peu près une personne sur 500 autour de nous, peut-être l'un de nous qui nous écoute, sans le savoir, peut avoir un déficit en IgA. Et chez ces patients-là, surtout quand le déficit en IgA n'est plus compensé par la production d'IgM, donc là on rentre dans des déficits en anticorps qui sont assez sérieux, eh bien le microbiote est dérégulé, tous les effets que je viens de décrire sont perdus. Donc, il y a une tendance à une perte de diversité et puis une multiplication de certaines bactéries qui sont potentiellement à développement rapide. Donc ça, vous voyez, cette observation chez l'homme d'un déficit immunitaire, en fait, ça renseigne sur le rôle, au fond, le rôle central des anticorps. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'anticorps? Eh bien, il y a un problème de perte de diversité et des conséquences systémiques. C'est-à-dire qu'il y a des passages à travers la barrière, activation du système immunitaire, sécrétion de toutes sortes de cytokines pro-inflammatoires, et ça peut mal évoluer dans certains cas. Donc le microbiote, on s'en est beaucoup occupé en immunologie parce que clairement, il modèle le système immunitaire, c'est-à-dire qu'il a à la fois des rôles des effets sur la composition de nos cellules immunitaires, des effets sur, il stimule la production d'anticorps, et en retour, la vision qu'on en a maintenant, c'est que notre système immunitaire qui est représenté par les grandes personnes ici, en fait, joue un rôle plutôt plus protecteur vis-à-vis de notre microbiote qu'agressif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dont on veut se détourner et rejeter. Au contraire, on cherche à le favoriser et à le soigner si nécessaire, en tout cas à assurer sa bonne composition et sa bonne tolérance. Donc, puisque le système immunitaire est influencé par le microbiote, ça a déclenché énormément d'études concernant différentes maladies inflammatoires pour essayer de savoir dans quelle mesure le microbiote pouvait être impliqué, donc aussi bien les maladies articulaires,
que les maladies respiratoires allergiques, bien entendu les maladies digestives dont on vient de parler, et puis d'une manière un peu plus inattendue, les maladies neurologiques. On a parlé tout à l'heure de maladies psychiatriques, puisque on sait notamment que dans le cerveau des patients qui ont la sclérose en plaques, par exemple, il y a une infiltration de ces fameux lymphocytes Th17, qui sont, on l'a vu tout à l'heure, des cellules qui habitent beaucoup dans l'intestin. Donc ça, c'est quelque chose de peut-être un peu plus inattendu. On va parler de la sclérose en plaques. Un exemple peut-être le plus inattendu de lien entre microbiote et sclérose en plaques, et maladies inflammatoires en général, maladies à l'étude, maladies fréquentes chez les jeunes, première cause de handicap chez nos jeunes adultes, et qui est liée à la destruction des gaines de myéline nerveuse par un mécanisme qui est encore au fond mal connu. On sait qu'il y a des anticorps qui reconnaissent des produits de la myéline et qu'il y a des lymphocytes T qui infiltrent le système nerveux central et qui sont dirigés contre certains fragments de la myéline. Mais l'association entre les deux, entre le microbiote et les lésions neurologiques qu'on peut observer, l'infiltration, la destruction, les taches blanches, vous voyez, c'est des taches des lésions chez un patient atteint de sclérose en plaques, c'est loin d'être évident. Et ça découle de différents arguments donc, qui nous incitent à penser qu'il y a un lien entre cette maladie et le microbiote. Le premier, c'est le modèle classique, un modèle animal de sclérose en plaques, qui est un modèle vaccinal. On fait qu'on injecte aux animaux des extraits de myéline. Si vous voulez, la MOX, c'est un dérivé de la glycoprotéinique de la membrane myélinique. Et on peut vacciner les souris avec un adjuvant et ça induit une réponse contre l'antigène qui induit une inflammation du système nerveux central avec des cellules lymphocytes T qui attaquent la myéline, si vous voulez, et qui se traduit par une aggravation. Là, vous avez un score clinique de gravité. En gros, ici, la souris n'arrive plus à marcher, avec une poussée et puis une tendance à la résolution de la maladie chez les souris. Et pour faire très court, en l'absence de microbiote, c'est-à-dire si on prend des souris traitées par des antibiotiques ou qui sont mises dans un incubateur sans bactéries, on a beau vacciner, il n'y aura pas de microbiote, pas d'encéphalite allergique induite de cette manière-là. L'autre argument, c'est qu'il y a beaucoup d'observations chez l'homme. Donc ici, un petit exemple chez des sujets sains, un papier qui a comparé des sujets Native American, donc des Native African, pardon, donc des Africains d'Afrique, si vous voulez, NA, Native American, Africans, je vais y arriver, et des African Americans, c'est-à-dire des Noirs vivant en Amérique. Donc des cousins, si vous voulez. Mais vous voyez que c'est visible à l'œil nu. Là, vous avez la composition microbienne chez différents sujets qui sont comparés. Et on voit, vous voyez, sur un tout petit échantillonnage que chez des sujets qui ont a priori le même fond génétique, grossièrement, les compositions microbiennes sont à un niveau macroscopique assez différentes, avec une variation quand on migre du sud vers le nord, une adaptation du microbiote à un régime particulier et un changement de microbiote d'un type adapté à la consommation des fibres, à la digestion de l'amidon, etc., à un type de microbiote qui est plutôt adapté au régime de l'Ouest et puis qui est classiquement vu comme étant possiblement pro-inflammatoire. Et en fait, la même chose existe épidémiologiquement dans le contexte de la sclérose en plaques, c'est-à-dire qu'il y a un gradient nord-sud aussi. On sait que la sclérose en plaques elle est beaucoup plus fréquente au nord
qu'au sud, et que quand les gens migrent du nord vers le sud, ils attrapent le risque, entre guillemets, de sclérose en plaques des gens du nord. On sait aussi que les cellules qui sont présentes dans le tube digestif, les cellules immunitaires qui font des anticorps, notamment les plasmocytes qui sécrètent les anticorps, sont capables de migrer du tube digestif jusque dans le système nerveux central. On retrouve les mêmes dans le tube digestif et dans le système nerveux central. Et certains auraient des rôles délétères, d'autres auraient des rôles régulateurs, comme ceux-là, qui sécrètent plutôt une cytokine qui ralentit le système. Vous voyez qu'il y a des liens entre les deux, avec des cellules qui circulent d'un site à l'autre. Et donc, les grandes idées, les mécanismes qui sont en œuvre, quels sont-ils? Donc, on sait que dans la sclérose en plaques, il y a une composition qui peut être différente chez les patients, avec une tendance à la dysbiose, ou du moins une tendance à avoir typiquement ce microbiote typiquement associé au régime de l'Ouest, qui serait déjà suffisant pour expliquer une partie du problème. Maintenant, quels sont les mécanismes qui relient les deux? Il y a deux grandes idées. La première, c'est que la dysbiose entraînerait des réponses immunitaires particulières, spécifiques de certains antigènes bactériens, qui pourraient être cross-réactifs, c'est-à-dire reconnaître à la fois des antigènes bactériens et des antigènes de la myéline, qui pourraient expliquer comme ça les anomalies et les destructions immunitaires. Ce n'est pas l'hypothèse qu'on favorise, en tout cas, ce n'est pas l'hypothèse que moi je favorise. L'hypothèse qui est la plus favorisée, c'est que ce contexte microbien particulier favorise, comme vous l'avez vu, peut faire pencher la balance du côté pro-inflammatoire contre le côté régulateur des lymphocytes T régulateurs et de certains anticorps ou de certaines cellules plasmacytaires régulatrices. En changeant, si vous voulez, le thermostat global des métabolites qui nous environnent dans notre système immunitaire et qui jouent sur la différenciation globale du système immunitaire. Et donc, ce petit coup de pouce du microbiote et de ses métabolites pourrait, dans un contexte génétique particulier, parce qu'il y a aussi une part génétique dans cette maladie complexe, pousser les gens à avoir un risque immunitaire lié à la sclérose en plaques. Et c'est devenu tellement populaire dans le domaine de la neurologie, c'est qu'on assiste à l'heure actuelle à des essais de supplémentation, notamment par acide gras à courte chaîne, par l'acide propionique dans la sclérose en plaques. Il y a des essais en cours avec des résultats non encore validés d'amélioration apparemment miraculeuse chez certains patients, une diminution du nombre de poussées, vous voyez, une tendance peut-être, en tout cas des essais qui en cours sur tout simplement sur le régime et la supplémentation qui pourraient bénéficier aux patients. Et pour conclure, donc, certainement, au-delà de ces perspectives, des résultats qui sont tout à fait concordants, qui ont changé notre vision des relations entre immunité et microbes. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons ardemment besoin de microbiote et ce microbiote influe sur notre système immunitaire. Quand on n'a pas de microbes, si on est stérile, si on vous maintient dans un incubateur stérile, votre système immunitaire va être tout à fait anormal, tout à fait non différencié. Donc, il y a un effet du microbiote sur le système immunitaire, mais il y a aussi un effet très important de notre système immunitaire sur la composition du microbiote qui contrôle la diversité et Donc, c'est cette relation symbiotique qu'on imagine perturbée dans beaucoup de maladies et qui est à l'étude dans notre FHU notamment. Voilà ce que je voulais vous dire sur ma vision. Merci beaucoup, Guy. Donc, il nous reste 3 minutes pour des questions. Donc, je vais commencer par
lire des questions qui étaient plus sur le domaine de ce dernier topo. D'abord, il y en a une qui est: existe-t-il des études rapprochant des sujets apparentés atteints de sclérose en plaques par rapport à des patients qui ont des Mickey? Sclérose en plaques et Mickey dans la même famille. Écoute, à ma connaissance, non, je sais qu'il y a par contre des études. Je peux me permettre de répondre, désolé. Oui, c'est une association qui a été. Oui, c'est une association qui est connue, mais je n'ai pas de résultats en tête sur. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des études par contre entre jumeaux discordants dans la sclérose en plaques. C'est très très regardé par nos collègues allemands, avec des différences de microbiote entre jumeaux, alors qu'on s'attend dans la même fratrie à avoir des microbiotes à peu près semblables. C'est des études qui sont un peu problématiques parce que néanmoins, les gens ne sont pas des animaux, donc il y a toujours des différences de régime, de traitement du sujet qui est malade. Donc, effectivement, il y a une association de risque classique qui est connue. Et ce qui est troublant, c'est que quand on donne un traitement par anti-TNF, ça peut faire déclencher une sclérose en plaques. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Oui, parce que alors là, ce mécanisme-là, il est très, très bien connu. C'est le travail d'un collègue de Paris, justement, de la Pitié, qui a montré qu'il y a deux récepteurs au TNF différents. Il y a TNF R1 et R2. Et en fait, le TNF R2, il est présent sur les lymphocytes T régulateurs. Donc, il y a un effet de feedback négatif qu'on supprime quand on bloque avec des anti-TNF. Et ce qui explique très bien l'effet délétère des anti-TNF dans la sclérose en plaques, parce qu'on a besoin des cellules T régulatrices dans les modèles de souris, et puis manifestement aussi chez l'homme, pour contrôler les poussées de la maladie. D'accord. Il y a une autre, la même personne qui se demandait si on pouvait imaginer un lien entre les deux pathologies via le microbiote ou via le système immunitaire de l'hôte. Oui, oui, c'est ce dont on vient de parler. C'est peut-être les mêmes mécanismes sont en jeu, effectivement. Et c'est toujours la réponse est simple, oui. Le lien entre la pathologie et le microbiote, c'est le système immunitaire de l'hôte. Ensuite, il y a eu deux questions de Carole Nico. Les macrophages ont-ils pour vous un rôle majeur dans les interactions entre microbiote intestinal et inflammation? C'est la première. Et la seconde, c'est quelles sont les voies de signalisation moléculaire selon vous impliquées dans l'interaction entre le microbiote intestinal, les macrophages et les maladies inflammatoires? Guy, macrophage, microbiote. C'est pour moi? Je crois que tu voulais répondre. Les macrophages sont impliqués en tant que cellules qui présentent l'antigène. Ils font partie. J'ai présenté un exemple de cellules dendritiques. Les macrophages sont également impliqués en tant que cellules qui capturent les antigènes et qui présentent les antigènes au système immunitaire. Et ils sont activés car eux aussi ont des récepteurs de danger. Ces fameux Toll-like récepteurs dont on a parlé, qui sont présents à la surface des cellules et qui capturent des fragments microbiens et qui ressentent la présence de molécules anormales. Et dans les Mickey, oui, les macrophages et les cellules dendritiques c'est eux qui vont orchestrer finalement la présence des cytokines, des chimiokines dans la muqueuse intestinale. Et donc, c'est la première ligne qui va orienter la réponse inflammatoire des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc, elles sont majeures. Alors, quel est le stimulus exactement? Les macrophages activés, etc. Voilà, il y a beaucoup de littérature. Je ne suis pas sûr, moi, de pouvoir répondre, mais oui, ce sont des cellules majeures. Alors, peut-être que la toute première ligne, si on veut parler de toute première ligne, ça serait quand même plutôt les cellules dendritiques qui ont des extensions cellulaires sous forme dendrites, c'est pour ça qu'on les appelle cellules dendritiques, qui vont jusque dans la lumière intestinale pour sentir la lumière intestinale, l'échantillonner et présenter des antigènes de l'autre côté. Et elles le font même quand les choses se passent bien.
Ensuite, dans un contexte inflammatoire, beaucoup de cellules sont impliquées, notamment dans le contexte des Mickey, comme vient de le dire Philippe. Les macrophages, dans un système inflammatoire, vont capturer toutes sortes de molécules et participer aux dégâts, si je puis dire. On t'entend plus, Sophie? Il est 19h32, donc il faut qu'on mette un terme à ce webinaire. Donc, il y avait de nombreuses personnes connectées. Mina va vous envoyer à tous un petit questionnaire par Zoom et je vais introduire le prochain séminaire qui est donc lundi prochain, 21 mars, même heure, 18h jusqu'à 19h30, qui est sur les analyses possibles du microbiote, des notions de bioinformatique et de biostatistique. Donc, un séminaire qui sera vraiment très intéressant pour ceux qui veulent continuer d'étudier et de parfaire leur connaissance dans le microbiote. Voilà. Est-ce que Philippe, tu souhaites également donner un petit message avant de clore? Oui, d'abord à tous, merci d'avoir été là. Merci Sophie pour la modération et Guy. Je crois que c'était un premier lancement qui était vraiment très intéressant, il me semble. Restez connectés pour répondre au questionnaire de Mina. Ne raccrochez pas tout de suite. Et puis, je crois que le format est bien. On a eu des petits déboires techniques, mais on va essayer d'y remédier. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour le mois du microbiote. À la semaine prochaine. Et puis, donc, il n'y aura que 4 questions au petit questionnaire. Merci Guy, merci Philippe.